Ce soir, nous sommes réunis donc dans le Cercle Serein, comme tous les mardis soirs à 18h30, pour présenter un sujet, je pense, qui nous intéresse et qui est le capital santé. Comment est-ce qu'on peut préserver notre capital santé? Et est-ce que justement ce soir, on peut en parler tous ensemble? Et on a la chance d'avoir le docteur Karim Dardi, qui est expert donc, en dialyse et qui va pouvoir nous parler de tout ça. Donc, Karim, je te laisse la parole et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je tenais à te remercier parce qu'en échange de donner cette opportunité, comme vous allez le voir, j'aime bien le partage. Donc ça va dans les deux sens et chaque chose est importante en fait. Même des petits messages, vous allez voir, je ne vais pas trop vous apprendre grand-chose. Je répondrai à vos questions avec plaisir si j'y arrive, hein. Effectivement, moi, ça fait 16 ans que je travaille en dialyse. Bon, je me considère comme un passionné. Euh, Aujourd'hui, j'occupe des fonctions. J'ai mis le petit logo. Vous devez connaître aussi France Rhin. Voilà, c'est des présentations que j'ai l'habitude à faire à soit des associations d'aidants, à du grand public. euh, voilà, donc, tout simplement à des associations. Aujourd'hui, j'occupe le poste de directeur médical chez Soludia Maghreb, qui fabrique des produits de dialyse. Et c'est avec plaisir que on va parler de ce fameux capital. C'est vraiment un capital, le mot il est important. C'est le seul vrai capital qu'on a, comme vous le savez. Euh, Parce que et malheureusement, quand il arrive quelque chose de grave, euh, même un compte bancaire très rempli ne suffisent pas malheureusement. Donc le vrai capital qu'on a, c'est vraiment notre santé. Et comment préserver cette santé au quotidien. Euh, voilà. C'est soit on fait je commence. On va le faire au fur et à mesure. J'allais dire, n'hésitez pas à m'interrompre et je vais vous poser beaucoup de questions. Et je compte vraiment sur votre interactivité, les échanges. En plus, j'aime bien votre slogan. C'était écoute, bienveillance et échange, je crois, ou Oui. partage. Donc, je compte sur vous pour honorer votre slogan. Et on va faire comme ça. Moi, je m'adapterai. Sur une heure, on va dérouler la présentation ensemble. Et je vais commencer par vous demander, à votre avis, qu'est-ce qu'être en bonne santé? J'attends des réponses. Voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est quoi être en bonne santé? Quelqu'un se lance? Oui, moi je peux me permettre, Oui, aucun organe touché. Si d'accord. je Donc, peux, voilà. aucun organe touché. Oui, je prends. Voilà. D'autres propositions? Oui, alors je dirais un bon état d'esprit et puis une bonne santé physique. Mhm. Physique, esprit, ouais, c'est pas mal. Oui, une bonne santé mentale également. Ouais, oui, oui. Mental. C'est effectivement ce que j'allais rajouter, Mhm. la santé mentale qui, de mon côté, pêche pas mal. Mhm. Effectivement. Bon, voilà, je vous ai posé la question parce qu'effectivement, souvent on a tendance à répondre c'est l'absence de maladie, voilà, ou effectivement les organes. Mais vous comprenez vite que pas que, ça suffit pas en fait. Parce que si je vous dis vos organes vont bien, vous n'avez pas de maladie, mais par contre, ça va pas du tout. Votre boulot, c'est un stress pas possible, à la maison aussi, et vous dormez pas tranquille. Voilà. Est-ce que c'est la définition d'être en bonne santé? Normalement, vous allez me répondre non, parce qu'effectivement, il y a cette dimension mentale. Et il y en a une autre, que vous avez oublié, c'est relié aussi au mental et du coup à la santé en général. Je vous repose la question. Imaginez euh, euh, vos, vos- votre physique va bien, vous n'avez pas de maladie particulière, dans votre tête ça va plutôt pas trop mal, et par contre c'est ingérable les relations au travail, c'est ingérable les relations à la maison et avec les voisins. Voilà. Donc en fait il y a la dimension sociale, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Hop, voilà la définition. Et c'est pas à la définition de Karim, hein, c'est la définition de l'OMS. Vous connaissez, l'Organisation mondiale de la santé. Elle est très intéressante et on a tendance à l'oublier. C'est non pas l'absence de maladie ou d'infirmité, comme
Mais c'est un état d'équilibre harmonieux de bien-être physique, psychique et social. Donc c'est les trois, hein. Pour être en bonne santé, selon la définition, c'est les trois. Et vous comprenez que les trois sont liés. Bien sûr, le stress finit par avoir des conséquences sur les organes aussi. Donc effectivement, la médecine a fait énormément de progrès, hein. Je vous l'ai marqué, ça a triplé depuis 200 ans. C'est extraordinaire. Mais bon, c'est écrit, donc vous allez me répondre. J'allais vous poser la question, quelle est l'espérance de vie en France en bonne santé? Alors d'abord, première question un Allez, peu plus simple. Quelle est l'espérance de vie tout court pour un homme et une femme en France? 83 Ouais, c'est ça. 85 pour qui? Pour la femme ou l'homme? pour la femme, bien sûr. Ouais, la femme. Et l'homme, c'est plus ou moins? C'est moins. C'est moi. C'est moins. Ouais, c'est 80 ans. Retenez, 69 et des poussières. Donc c'est 80 l'homme et 85 la femme. Mm. C'est ça. Et en bonne santé, c'est, Et en allez, bonne je santé, dirais au mais je l'ai pif. marqué en petit. Ouais, au pif, je dirais 65 ans. 65. Ouais, c'est ça. C'est 65. Super. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste 20 ans avec des problèmes, en gros. Attention, hein, c'est des moyennes, bien sûr, vous le savez, hein. Donc, en fait, voilà. En France, c'est 65. Euh, Depuis 50 ans aussi, on a fait beaucoup de progrès. On a gagné 20 ans de vie. C'est énorme, hein. C'est-à-dire que l'espérance de vie a triplé en 200 ans. 200 ans, c'est pas très très loin. C'est quelques générations avant. Vous divisez par 3, 90, ça fait à peine 30 ans. Les gens vivaient à 30 ans et puis c'est tout, hein. Donc effectivement, l'arrivée de la médecine, l'antibiothérapie, enfin tout ça, tout ça. Le problème, c'est que pour vivre en bonne santé, la limite, elle est à 60 ans aujourd'hui. Ce qui m'attriste, c'est que l'espérance de vie globale, elle ne progresse plus. Et voire même, elle régresse dans certains pays. En Angleterre, elle est en train de régresser. Elle diminue à cause de, ben, vous le savez, hein, l'environnement, la pollution, les pesticides, tout ça, vous connaissez. Et les inégalités sociales, et malheureusement, ça joue aussi sur l'espérance de vie. Donc, on a progressé et j'ai envie de dire, ça a tendance à stagner, voire régresser. Donc, le mental, très, 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 très important. Donc, l'état d'esprit. Il y a des papiers vous savez, le verre à moitié vide, moitié plein. Enfin, les gens plutôt optimistes, mais c'est pas grave, ça va aller, on va s'en sortir, on va trouver une solution. Il y a des gens qui sont naturellement comme ça. Il y a des gens, mais, oh là là, mais c'est pas ma journée, on va pas y arriver, j'ai pas de chance. De toute façon, c'est toujours sur moi que ça tombe. Voilà. Ceux-là, ils sont très très rares. Vous en connaissez très peu, ces gens. Non, il y en a beaucoup quand même. Oui, il y en a beaucoup, mais c'était la blague. C'est ça. Euh, donc, ça, c'est incroyable, hein. Ça a aussi un impact sur l'espérance de vie, l'état d'esprit qu'on a. Donc, ces gens ont 70% de chances d'atteindre 85 ans, de plus que les autres. Et ça, c'est en Angleterre. Il y avait 9000, c'est pas des malades, donc c'est 9000 personnes qui avaient plus de 65 ans, qui avaient à peu près le même état de santé. Et malheureusement, ceux qui se disaient, parce que vous savez que c'est subjectif, les personnes qui se disaient les moins heureux, eh bien, avaient un taux de décès de 30%. Et les personnes qui se disaient les plus heureux dans leur vie, et rien à voir avec la réussite professionnelle ou autre, hein, avaient 9% de chances de décès. Donc vous voyez, 30% et 9%. Ça, c'est une expérience, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est extraordinaire. Elle a été très critiquée, bien sûr, comme toute personne qui fait quelque chose de nouveau. C'était en 81, elle a publié une expérience qu'elle a faite en 1979. Elle a pris des personnes âgées, on a regardé un petit peu leur mobilité, leur capacité physique, cognitive, etc. Ils ont fait des mots fléchés, on leur a dit de se lever de la chaise, de marcher, de monter les escaliers, mais il y en a plein qui ne pouvaient pas. Ils étaient âgés et puis ne bougeaient pas trop. Voilà. Et elle les a mis dans une institution. Ça a seulement duré quelques semaines, hein. C'était pas très long. 2 semaines, je crois, ou 3 semaines maximum. Et elle a changé les journaux. Elle les a mis 20 ans en arrière. Donc la déco, la télé, les journaux, les activités, mais vraiment tout 20 ans en arrière.
eh bien, on les a laissés tout seuls, en autonomie. Eh bien, ceux qui se croyaient qui ne montaient plus l'escalier se sont mis à remonter l'escalier. Euh, et on les a réévalués. Et en fait, physiquement et mentalement, ils ont, entre guillemets, rajeuni. C'est juste pour vous montrer l'état d'esprit, en fait, la force du mental. Donc, je pense que vous êtes déjà convaincus. Vous savez que dans la tête, tout se passe là-dedans. Rien que de les mettre, ils se sont crus vraiment 20 ans en arrière. Vous faites une activité physique avec des gens plus jeunes, ben, vous allez croire que vous êtes plus jeune. Voilà. Donc, c'est très important. Vous savez que quand le matin, si vous entendez une mauvaise nouvelle ou il y a un truc qui se passe pas bien, vous oubliez 3 fois votre truc, vous faites tomber quelque chose, je sais pas, sur vos habits, n'importe. Et si vous broyez du noir pendant 1 minute, vous savez, les surrénales, les petites glandes qu'il y a au-dessus des reins, qui sécrètent le cortisol, ben pendant 5 heures, on va avoir un taux de cortisol élevé. Ne serait-ce qu'une minute, hein, d'avoir des idées négatives. Mais pendant 5 heures, on va être stressé. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Voilà. Donc, ce que je veux dire en dessinant le petit chemin là à côté, à gauche, la forêt, c'est que notre cerveau, vous avez entendu parler de la plasticité neuronale. Notre cerveau, malheureusement, on a fait plein d'expériences avant, à l'époque, hein, des gens qui ont reçu des choses dans la tête ou des tumeurs qui n'étaient pas, qu'ils ont dû opérer chirurgicalement, enlever une partie. Mais en fait, cette partie qui devait servir à la mobilité ou à la parole, on s'est dit, ben, cette personne ne parlera plus. Si, ça se réapprend. D'autres zones du cerveau ont pris le relais. C'est ça la plasticité. Du coup, ce que je vais vous dire, c'est que là, il n'y a pas d'âge, hein. Il n'y a pas d'âge. C'est que le cerveau, ça se travaille. Effectivement, si vous dites, bah, à mon âge, j'oublie tout, ça sert à rien que je retienne, ben, vous vous entraînez plus. Donc, vous oubliez. Donc, c'est vraiment comme un muscle. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas du jour au lendemain, je décide d'être positif. C'est vraiment, c'est tous les jours reformuler des phrases. J'ai écrit un petit truc en bas à droite, j'ai passé une journée horrible. Voilà. Mais en fait, non. Au lieu de dire ça, demain, ça ira mieux. Et ça change tout. Euh, j'ai vu lever la main. J'ai oublié le prénom. Ouais, non, pas de souci, c'est Séverine. Vous Oui, m'entendez? Séverine, c'est écrit. Ouais, ok, ok. Non, je voulais juste rebondir 2 secondes parce que j'avais vu une dame très âgée qui Oui. était avant Petit Rat de l'Opéra, enfin plus que ça, elle était vraiment danseuse de ballet, etc. Elle avait Alzheimer, Ah cette oui. dame. Je ne sais pas si vous avez vu ça à la télé. Et en Non. fait, ah d'accord, ok. Donc elle avait perdu toute faculté physique, mentale, etc. Et ils lui ont remis la musique Oui, du Lac des Cygnes et on voit la personne qui se déploie au niveau des bras et qui commence à avoir cette grâce comme si elle allait danser. c'est incroyable. Et ils ont dit que c'était incroyable parce que Ah cette ben oui. personne, elle n'a plus de faculté depuis longtemps. Et Oui. là, elle est revenue en elle ses souvenirs de quand elle était à l'opéra. Je voulais juste me permettre de dire Non, ça. non, merci, merci pour oui, oui, l'exemple et tout. Mais c'est exactement ça. Oui, oui, tout à fait. On a des capacités incroyables. C'est sûr que si on n'y croit plus, que bon, avec les genoux que j'ai et puis l'arthrose, moi, ça fait longtemps que je suis pas allé marcher. C'est pas avec les petits enfants, c'est pas demain que je vais y aller. Mais bien sûr, vous allez rester chez vous et puis vous n'allez pas progresser. Donc vraiment, le mental très, 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 très important. Euh, j'ai eu la chance de discuter lors d'une conférence avec le chef de service des soins palliatifs du CHU de Limoges, qui a géré le service pendant 30 ans. Donc, vous imaginez, c'est pas des services faciles. Et, et là, c'est des cas extrêmes où il me racontait que quand la personne était en fin de vie, peut-être que vous avez eu ce genre d'expérience autour de vous, malheureusement. Et quand il fallait attendre un événement, soit la fille, soit la petite fille qui allait accoucher, soit un des enfants qui allait venir, mais de loin, de l'étranger, et que ça allait prendre 3 jours ou 5 jours, peu importe, et bien cette personne, c'est comme si elle attendait et après elle s'en allait. Ça me paraît fou, hein. Mais c'est dur à comprendre, hein, à expliquer du coup. Mais pour moi, c'est encore le mental en fait qui fait tenir ces personnes, cas même des fins de vie, quoi, des cas extrêmes. Donc oui, c'est impressionnant. Euh, j'ai dessiné un verre d'eau trouble et un verre d'eau. C'est juste pour dire, pour changer cet état d'esprit.
vous ne pouvez pas enlever la boue du verre qui est sale. On ne peut pas enlever et garder que l'eau propre. Vous êtes obligé de verser. Bon, ça, c'est moi qui ai trouvé la métaphore. Hein. Vous êtes obligé de verser de l'eau propre. À force, ça va diluer. Et finalement, le verre va être tout propre. Ben, c'est pareil pour le cerveau. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est inondé de mauvaises nouvelles. Les infos, c'est leur business, leur fonds de commerce, c'est tout va mal. On est foutu au niveau politique, au niveau ce que vous voulez, économique, rien ne va. Et effectivement, ça impacte. On est forcément impacté. Donc, l'état d'esprit. Je vous ai mis quelques citations là. Voilà, on va pas tous les lire, mais j'aime bien celle, la deuxième et la dernière. Le pessimisme est une affaire d'humeur et l'optimisme est une affaire de volonté, selon Blaise Pascal. Donc, il faut le vouloir. Il y a une action de volonté. J'aime bien la dernière, hein. La folie, c'est de refaire la même chose et d'en attendre un résultat différent. Donc Einstein définit la folie. Donc souvent, on attend que ça change. On se dit, ouais, mais je comprends pas, il n'y a rien qui change, ils font pas d'efforts. Donc même recette, même ingrédient, même gâteau, j'ai envie de dire. S'il n'est pas bon au final, il ne Bah oui. change pas votre recette, il aura le même goût. Et on attend souvent que ça soit à l'extérieur. Mais voilà. Donc tout ça, ça vous parle. Alors, je parle pas du diabète, parce que le diabète, c'est quelque chose de connu, on en parle, il faut faire attention. Donc c'est vrai que dans les messages de prévention, peut-être que c'est pas adapté tout à fait aujourd'hui, mais j'aime bien parler du prédiabète parce qu'on n'en parle pas beaucoup du prédiabète. Et pour moi, il est plus important parce qu'il est réversible. On a vraiment des actions sur le prédiabète. Ça peut se bloquer, ça peut s'inverser sans problème. Alors pour ceux qui sont intéressés, qui ne sont pas diabétiques, je leur donne la formule. Bon, en fait, je leur dis, si vous êtes intéressé pour devenir diabétique, ben, voilà la recette, hein, c'est du sucre, du gras, pas d'exercice, surtout pas. Voilà, le canapé, ça c'est très important. Un peu d'alcool de temps en temps. Et puis normalement, en 10, 15 ans, 20 ans, ça devrait être pas mal. Voilà. Non, mais voilà, pour la petite blague, c'est triste, mais on se retrouve là-dedans. J'ai écrit en tout petit en haut, j'ai trouvé ce chiffre qui m'impressionnait, c'est qu'un petit de 7 ans d'aujourd'hui a mangé autant de sucre en quantité, hein, que la génération de ses grands-parents, durant toute leur vie. Hein. Vous savez, avant, ben, on prenait ce qu'il y a dans la terre, on frottait, on lavait un peu et puis on mangeait. Euh, Maintenant, vous savez, hein, avec tout le sucre qu'il y a partout, même dans les trucs salés, il y a du sucre. Vous connaissez bien sûr, hélas, malheureusement, les complications du diabète. Hein. C'est les yeux, le rein, hein, bien sûr, et les extrémités. Ouais, les extrémités. La première cause de cécité en France, c'est le diabète. La première cause d'amputation en France, c'est le diabète aussi. Voilà. Donc malheureusement, donc le prédiabète, il se définit entre 0,75 et 1,05 g par litre. Si on ne fait rien, 70% de ceux qui ont un prédiabète finissent diabétiques à 10 ans. Voilà. Donc les actions, bien, effectivement, perdre du poids, de l'exercice, ça on va en parler un petit peu plus, et ça diminue fortement le risque de devenir diabétique. On parle du sucre, etc., mais il y a quelque chose de, pour moi qui est plus important que le sucre, c'est surtout l'index glycémique. Parce que le sucre tout seul, je ne sais pas si on vous en a déjà parlé, si vous avez déjà lu sur le sujet, j'arrive à l'expliquer qu'avec cette courbe. Il y a des aliments, on va dire 3 catégories, index glycémique haut, index glycémique moyen et index glycémique faible. L'index glycémique élevé, on va voir quels aliments sont. Ça n'a rien à voir avec le goût. Hein. Il y a des choses qui sont très sucrées en bouche et qui n'ont pas forcément un index glycémique élevé. C'est vraiment ce qui entoure le sucre. Voilà. Le sucre qu'on va retrouver dans les fruits, il y a des fibres, etc., vont faire que l'index glycémique va être faible. L'index glycémique élevé, donc du pain blanc, c'est du sucre, hein, vous le savez. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le taux de sucre augmente très rapidement, vous le voyez en rouge. Qu'est-ce qui se passe? Le pancréas, il se dit, oh là là, je suis en hyperglycémie, vite, vite, vite de l'insuline. Qu'est-ce qu'il fait? Il va cracher de l'insuline, mais beaucoup d'insuline, trop vite. Et donc cette insuline va agir, donc vous ne voyez pas mon doigt, mais c'est pas grave, suivez la ligne rouge, va agir rapidement et faire baisser, son rôle c'est de faire baisser le taux de sucre. Et
hélas, ça va baisser trop vite et trop. Parce que vous voyez qu'on diminue, on est en dessous des pointillés. Et en dessous des pointillés, même avant d'arriver en pointillé, on a déjà les symptômes de l'hypoglycémie. On n'est pas bien, on commence à être irritable, c'est inconscient, on le sent, on a besoin de sucre. On n'y pense même pas. Mais on a besoin de manger quelque chose de sucré. Donc avant que ça arrive au pointillé, juste avant, on va remanger. Et ainsi de suite. Par contre, l'index glycémique faible, ben, vous voyez que le sucre monte doucement, le pancréas va réagir doucement en sécrétant un peu d'insuline, et du coup, on ne sera jamais en hypoglycémie. Donc, pas besoin de remanger du sucre. On n'est pas dans ce fameux cycle. C'est compliqué, hein? Alors, il y a plein de tableaux sur Internet, hein. Google, index glycémique élevé, index glycémique bas. J'en ai pris un au hasard, qui n'est pas trop mal fait. Et ça, c'est des choix de quand vous faites des courses. C'est très important. Moi, je suis au supermarché, j'ai besoin d'acheter du riz, j'aime bien le riz, mais je vais plutôt aller vers du riz basmati. C'est un peu plus cher que le riz blanc, mais je vais prendre du riz basmati. Voilà. Parce que je sais que l'index glycémique, vous le voyez, il est à 60. Par contre, l'index glycémique du riz à cuisson rapide ou riz blanc, vous voyez 87. Le maximum, le sucre blanc, c'est 100. Donc, il y a une grosse différence entre le riz blanc et le riz basmati. Après, on voit dans les index glycémiques faibles, à gauche, on voit bien sûr, il y a des légumes, il y a des petits pois, etc. Pareil pour les céréales. Il y a les céréales dites complètes et pas complètes. Donc, préférez les semi-complètes, voire complètes, si vous pouvez. Le pain, pareil. Semi-complet, voire complet. Vous voyez, la baguette blanche, c'est une catastrophe, hein. Ça, vous le savez, 95. Hein. Dans les fruits, regardez, la pastèque, j'ai été étonné. Elle est beaucoup plus, l'index glycémique est beaucoup plus élevé que la banane ou la pomme. Par exemple, à 29, pastèque 72. On n'a pas l'impression, parce que comme il y a énormément d'eau dans la pastèque, donc c'est très dilué, mais c'est du sucre à action très rapide. On n'a pas cette sensation, mais voilà. C'est des choses qui sont bien à savoir. Ça va? Je continue? Ouais. Alors, le cœur, bon, très important, hein, le cœur. Voilà, qu'est-ce que je vous ai marqué là? Oui, la définition de l'hypertension, malheureusement, c'est au-delà de 13, 130, 80. Donc, à partir de 14, 9, vous savez pourquoi il y a les deux chiffres, hein? Il y a la systolique et la diastolique. C'est-à-dire quand le cœur se contracte, c'est une pompe, et quand le cœur se relâche. Voilà, les deux sont importants. Malheureusement, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont hypertendues qui ne le savent pas. Ça fait pas mal, ça fait pas de bruit, hein. Ce qui est délétère pour la tension, vous le savez, c'est ce fameux sel. Donc c'est très compliqué de lire les étiquettes. Il y a des fabricants, ils vont écrire la quantité en sel. Et vous connaissez la consommation moyenne en France de sel? Moi, je connais juste la recommandation en celle-là. 10 grammes, non? 6 grammes par jour. 7. Ah, j'avais 7, moi. 6, c'est les recos, voilà. Ouais. Normalement, 10 grammes. c'est bien de s'en tenir à 6. Ah, 6. Mais combien consomme un Français moyen? 11. 10. 12 grammes. Et 11. Ouais, 12, c'est ça. C'est 12. C'est 12. C'est le double. Voilà. Alors, l'astuce que je donne, c'est, vous savez, hein, c'est de ne pas saler quand on fait la cuisine. Mais de saler après. Parce que vous savez, sur la langue, on a des capteurs, on a des récepteurs pour le sucre, pour l'acidité et pour le salé. Et le fait que le sel soit mis par-dessus, ben, on a tout de suite cette sensation d'un plat salé, alors qu'on en a mis beaucoup moins. Voilà. Bon, le pire, c'est ceux qui salent dans la cuisson et qui ressalent après. Ça va pas du tout. Mais de pas saler à la cuisson et de ressaler juste par-dessus son plat, on a tout de suite le contact du sel avec la langue et du coup, on croit que c'est super salé. Et du coup, voilà. Oui, la petite différence entre sel et sodium. Faites attention, le sel, sa formule chimique, c'est le chlorure de sodium. Et en fait, l'équivalent, c'est 1 gramme de sel égale 0,4 de sodium. Je vous ai mis ça, c'est 40% en termes de sodium. Je vous ai mis ça pour pouvoir un petit peu déchiffrer les étiquettes. Bien sûr, les fabricants vont mettre la plus petite valeur. Donc, vous voyez, si vous mettez juste 0,4, vous ne dites pas il y a 0,4. En fait, ça veut dire déjà 1 gramme de sel. C'est pas évident.
Bon, le corps humain, il est extraordinaire, hein, 100 000 km de vaisseau dans le corps, donc il faut en prendre soin. J'ai lu une étude rigolote, j'ai mis un chat. Les gens qui avaient un chat, vous allez dire, mais où le rapport, le chat et la durée de vie? Ben, on a une augmentation de vie qui n'est pas du tout négligeable, hein. Apparemment, ça déstresse, ça fait baisser la fréquence cardiaque. Vous savez, le ronronnement du chat, sur les genoux, sur les cuisses, on le caresse. Eh bien, ça nous apaise, ça nous calme. C'est pas le chat hein, qui est bénéfique, hein. Vraiment, c'est le fait d'être moins stressé et de faire baisser les battements cardiaques. Voilà. Donc, une diminution de 7 battements par minute en 5 ans, on augmente de 20% notre espérance de vie. C'est pour ça que les médecins ils donnent des bêta-bloquants. Des fois, on a du mal à comprendre. On se dit, mais le cardiologue m'a dit que j'avais le cœur fatigué. Et il me met un bêta-bloquant, il m'a expliqué que ça ralentissait le cœur. Et je comprends pas. Il est déjà fatigué, on me le ralentit. En fait, je prends la comparaison avec une vieille voiture. Si elle est fatiguée, bah, pour aller loin, il vaut mieux ralentir. On va pas rouler à 130 sur l'autoroute. Sinon, on va plus la fatiguer, elle va chauffer, et puis elle peut s'arrêter en cours de route. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va faire baisser les fréquences cardiaques d'un cœur qui est déjà fatigué avec les bêta-bloquants. Tout ce qui finit carvedilol, bisoprolol, voilà, toutes ces marques. L'activité physique, très très important. Il y a une limite à pas atteindre non plus. Je l'ai mis en haut à droite. C'est 220 moins votre âge. Si vous avez des montres connectées, si vous avez un bracelet ou même de voir à combien votre cœur bat, aujourd'hui c'est un peu plus facile qu'avant, c'est la limite, c'est la zone rouge. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, à 60 ans, ça fait 160. 220 moins 1, ça fait 160. Surtout pas aller à 155, 160. Là, on est au bout du rouleau. Faut pas y aller. Donc ça, c'est la limite physiologique. Aujourd'hui, on meurt beaucoup de sédentarité, de manque d'activité physique, donc indirectement toutes les pathologies associées. Euh, Ça a été prouvé aussi, c'est vrai, c'est bien de faire du sport tout seul. On peut acheter un tapis, on peut aller marcher, etc. Mais de le faire à plusieurs, mais ça a une autre dimension. Ça augmente aussi le système immunitaire. C'est très intéressant. Donc, c'est quoi l'activité physique? Il faut qu'on se mette d'accord. Vous me dites, oui, mais moi quand je vais faire acheter mon pain ou je vais faire mes courses, à côté, j'ai un quart d'heure de marche, aller et un quart d'heure retour. Je vais vous dire, non, c'est pas d'activité physique. À quel moment ça devient de l'activité physique? C'est quand vous pouvez plus, ou alors je fais des balades fréquemment avec ma voisine, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, on arrive à aller marcher. Mais si vous papotez, c'est pas de l'activité physique, c'est une balade. C'est très bien pour la tête, hein. L'activité physique, on le sait, c'est quand vous pouvez plus parler. Là, donc vous avez besoin de plus d'oxygène, c'est que votre rythme, il est bien. Voilà. Si vous voulez progresser, je dis pas que le reste n'est pas bien, hein, mais si vous voulez progresser, c'est la vitesse de marche à laquelle vous ne pouvez plus parler. Il y a ce schéma, c'était sorti dans Le Monde avec plein de sources. Il résume beaucoup de choses. Vous voyez, donc l'activité physique, moins 30% de risque de dépression, moins 58% de risque de diabète de type 2, les cancers du côlon aussi, moins de récidive aussi, moins de risque d'AVC, l'ostéoporose, bien sûr, l'activité physique, c'est intéressant, moins de cancer du sein, moins de récidive, etc. Donc, c'est le meilleur médicament et c'est le moins cher des médicaments. C'est incroyable. Moi, je suis pharmacien, je connais aucun médicament qui a les résultats de l'activité physique. Ça va? Pas de questions? Je continue? Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais pour manger correctement, il faut 21 minutes. Voilà. Ça vous est tous arrivé de commencer à manger, ça fait 2-3 minutes que vous mangez, et vous avez un coup de fil important, un de vos enfants, ou voilà, un coup de fil important. Vous vous levez de table, donc vous décrochez, vous arrêtez de manger, vous parlez pendant un quart d'heure, et vous revenez, ou 20 minutes, vous revenez, vous n'avez pas faim. Pourtant, vous n'avez rien mangé, hein. Votre assiette, elle est pratiquement pleine. Ça vous parle ou pas?
d'être interrompu pendant le repas, en début de repas, de passer un temps et de revenir et de plus avoir faim. En fait, ça, je vous donne l'explication, c'est la leptine. C'est l'hormone de la satiété, on l'appelle. Vous savez que l'estomac est un muscle lisse, qui se distend, donc ce muscle se distend, et il va sécréter cette hormone. Le temps qu'il la fabrique et qu'elle monte au cerveau, ben, il faut une vingtaine de minutes. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Donc, à l'inverse, les gens qui mangent vite et qui ont pris l'habitude de manger vite à cause du boulot, à cause de plein de trucs, qui mangent très vite, eh ben, eux, ils mangent plus qu'il ne faut. En fait, on n'est pas arrivé à la satiété, on peut manger énormément parce que ces gens mangent vite. Donc voilà, prenez votre temps. Ça, c'est très important. Vous allez manger moins. Mm. En revanche, moi, ce qui m'arrive de Oui, temps en temps, c'est oui, que, tu vois, par exemple, je vais avoir très très faim. Donc, je vais oui. faire à manger, je vais préparer le repas, etc. Et puis, au moment de me mettre à table, eh ben, j'ai encore plus faim, mais j'arrive pas à manger. Et dès les premières bouchées, ben, en fait, j'ai plus faim. Ah, c'est bizarre. Ah ouais, malgré la faim. Malgré la faim qui était... En fait, plus ma faim est intense, Ouais. Ouais. on va dire. T'as Ben, sauté un repas, t'as oublié de manger, du coup, ça fait très longtemps que t'as pas mangé. non, pourtant, c'est T'as vraiment pris un si petit j'ai... déj le matin, à midi, t'as zappé, et puis c'est que le soir. Non, non, c'est vraiment si j'ai cette sensation de faim Ah, extrême, et ben c'est là où finalement, si je t'as le mange coup de pas tout faim. de suite, bah voilà, j'ai plus faim. Le temps de Ouais, faire à manger, bizarre. etc., c'est fini. Ouais, c'est Non, bizarre. ça, ouais, ça, j'ai pas l'explication. Je suis bizarre alors. Euh, En haut, j'ai mis, vous connaissez l'ail, hein. L'ail, Mm. voilà. C'est pas évident à manger au quotidien, c'est pas trop dans notre culture aussi. Il Mais faudra en manger combien? il faudra en manger. Non, non, il faudrait en manger. Alors, ça existe en poudre aussi. Ça peut être plus intéressant. Mais c'est un vrai effet antihypertenseur, hein. Là, ça marche vraiment. Après, c'est pas évident d'en manger. Mhm. Oui. Il y a une autre étude. Alors, les Américains, ils sont fous, hein. Ils sont allés très, très, très loin. C'est très sérieux ce qui a marqué. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils l'ont impacté, ce qu'on mangeait, ils l'ont impacté sur la durée de vie, sur notre espérance de vie. Donc, un hot dog, bon, c'est les Américains, hein. Je pense qu'on peut mettre facilement en hamburger, hein. C'est moins 36 minutes de vie. Une portion de légumes, plus 26 minutes. Une poignée d'amandes, c'est très bien les amandes, c'est plus 26 minutes. Une Ah. canette, bon, voilà, moins 12. Par contre, extraordinaire, les sardines. Les Pourquoi? sardines, voilà. Alors, la tomate ou autre, je ne sais pas, mais 82 minutes d'espérance de vie en plus. Si on mange des sardines? C'est Oui, mieux que les légumes, du coup. Ah ouais, ouais, ça fait Oui, c'est beaucoup. mieux parce que qu'une dans les portion. sardines, il y a des Ouais, oméga 3. Mm. ouais, les oméga 3. Ouais. Ah oui, Je- c'est bon. Mais je Alors, vais les oméga 3, vous savez, ces oméga 3 et les oméga 9 qui sont intéressantes. Donc, ça, vous le savez aussi, je pense. L'huile d'olive oméga 9 et l'huile de colza oméga 3. Du coup, c'est le meilleur mélange, le colza et l'huile d'olive. L'huile tournesol, c'est oméga 6, donc c'est moins bon. C'est pas pour le bon cholestérol. Vous savez, le HDL. Donc, plutôt olive et colza, ça, c'est top. On est sur des oméga 3 et oméga 9. Alors, bon, si vous mangez pas bio, bon, ça se discute le bio aussi, mais si c'est pas bio, euh, épluchez, forcément, enlevez la peau de la pomme ou du fruit, mais enlevez la peau. C'est 90%, voire même plus que la peau. Voilà, si vous pouvez. Tout ce qui est trop cuit, le barbecue, ou bon, je sais pas qui mange une pizza comme ça. Bon, ça n'a pas l'air très appétissant, mais la croûte, c'est une catastrophe. Il y a plein de choses qui sont cancérigènes. Donc même la viande bien cuite sur le barbecue ou cramée, grillée, c'est l'équivalent de 200 cigarettes. Donc même si vous ne fumez pas, c'est grave. Mais est-ce que c'est la croûte, par exemple, de la pizza, mais qui est pas noire comme ça, c'est bon ou pas? Ah oui, si c'est pas noir, oui, oui, oui. D'accord, c'est juste la Dès croûte que c'est brûlée. carbonisé, ça va pas. Non, mais la D'accord, croûte, voilà, c'est vraiment le fait que ça soit trop cuit. Il y d'accord. a des composés. Alors le jeûne intermittent, j'en parle et j'en parle pas. Il y a un super reportage sur Arte du mois dernier. Euh, Encore, on n'est pas très ouvert en France, vous savez, à la médecine alternative, entre guillemets, à d'autres médecines. Mais en Allemagne, c'est pris en charge par la Sécu. Donc, il y a un hôpital un public, hein, à Berlin, le troisième étage, il est dédié à ça. Il est plein tout le temps. Donc, c'est pris en charge. Donc, c'est du jeûne et il est accompagné.
par les médecins. On fait un bilan avant, un bilan pendant, après, et les gens ne mangent pas. Ils boivent, bien sûr, euh, et ne mangent pas. Et ils y vont pour des maladies chroniques, l'arthrose, euh, des, euh, des maladies auto-immunes. Enfin, c'est extraordinaire. Et en Suisse, il y a carrément plein de cliniques qui font que ça. Donc, le cadre est sympa, il y a des spas et tout ça, et la forêt autour. Donc, ils font des activités. Et pendant 2 semaines, voire 3 semaines, en fonction de l'indication, ils sont accompagnés et ils ne mangent pas. Ils font que boire. Et même après la reprise de la nourriture, elle est accompagnée. Mais ça a des résultats, mais vraiment extraordinaires. Ça fait plus de 10 ans qu'ils font ça, hein. Sinon, ils auraient arrêté, hein. Et c'est pas du tout dangereux. Tant qu'on est hydraté, le corps humain, il a les réserves. Après, c'est beaucoup le mental, hein. C'est quoi BDNF? BDNF, c'est une hormone de la mémoire. Ah, Ça augmente la mémoire. Voilà. Donc, bien Euh, sûr, il ne faut pas s'inquiéter, on a assez de réserves. La nuit, ça compte, hein, c'est les 16 heures. On parle de 14 à 16 heures pour le jeûne intermittent. Vous pouvez sauter le petit déjeuner. Alors, on nous a bassiné avec le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. C'est pas vrai, hein. C'est commercial encore. Tout est commercial. Je vous rappelle juste les origines de l'être humain. Vous savez qu'à la base, on est chasseur-cueilleur. Il ne faut pas oublier ça. Donc, on est fait pour marcher pendant plusieurs jours, pour aller trouver, chercher à manger. On va trouver des fruits sur le trajet, mais le temps de trouver une proie et de la viande et une nourriture, il peut se passer beaucoup de temps. Et donc, on a tous les mécanismes, j'ai envie de dire, le corps humain est fait, il a tout ce qu'il faut, l'insuline, il va la sécréter doucement, il a tout ce qu'il faut pour pallier au manque de nourriture. Par contre, l'excès de nourriture, ben ça, c'est récent, il ne sait pas faire. Du coup, il stocke, et c'est pour ça qu'on arrive à plein de maladies que vous connaissez. Béatrice, oui, alors moi je reviens sur le jeûne intermittent, oui, surtout pour les personnes qui sont diabétiques oui, euh, ou à risque de diabète, parce que j'ai pas, on m'a posé la question, je n'ai pas su répondre. Est-ce que ces personnes-là peuvent faire de ce jeûne intermittent? Parce que tu nous as dit alors, qu'en gros, nous, oui, nous, greffés ou dialysés, on peut le faire, mm, sous réserve d'être accompagné par un bien autre sûr, médecin. oui. Mais est-ce que une personne diabétique pourrait le faire? Oui, encore une fois, Béatrice, c'est au contraire, je pense que ça l'aiderait, vraiment, ça régule le pancréas, etc., hein, ça le met au repos. D'accord, ok. Le corps, il a plein de mécanismes d'autodéfense. Vous savez qu'on fabrique des cellules cancéreuses tous les jours. Tous les jours, on en fabrique. Il y a plein d'erreurs, hein, dans le codage de notre ADN. Il y a plein d'erreurs. L'organisme se trompe. Et heureusement, c'est corrigé. Ce que je veux dire par là, c'est que il est tout le temps occupé à digérer. Et de faire des pauses de 14 à 16 heures, bien sûr, de lui donner à boire, hein, des tisanes pas sucrées, etc. Euh, on lui laisse le temps de se réparer. Voilà. Et du coup, de corriger ses erreurs, de le pancréas, le laisser respirer au lieu de à chaque fois sécréter l'insuline. Et la difficulté à Béatrice pour le diabétique, c'est le dosage de ses médicaments. S'il avait une insuline lente et puis rapide, etc., il peut pas, il faut C'est changer ça, le schéma. Oui, oui, parce que c'est ça. là, il va tomber en hypo, ça va pas du Voilà, tout. c'est ça, c'est compliqué. Mais il faut vraiment réajuster le traitement. Merci. Khadija, oui, elle a levé la Oui, main. alors, j'avais une question justement pour ce jeûne intermittent. Oui, Parce que là, moi, je prends mon exemple, j'ai quand même trois séquences de médicaments par jour. oui, Donc, de pouvoir, il faut absolument que je mange quelque chose parce que ces traitements sont assez bien lourds. sûr. Oui. Et donc, de faire un jeûne de 16 heures, je parle pour moi, peut-être que d'autres le sont pas dans ma situation, mais Mm. faire un jeûne de 16 heures, enfin, je trouve que c'est beaucoup, en fait, par rapport au timing que j'ai de mes traitements, en fait. J'en ai Et le oui, oui, matin, midi oui. et le soir. Donc, Matin, midi, soir, oui. ouais, c'est compliqué de faire un régime, enfin, un Oui, jeûne. après, ça dépend de votre traitement, mais après, je pense que tout se peut. Est-ce qu'il n'y a pas des formes LP, du coup, qu'on puisse prendre le traitement juste une fois ou 2 fois dans la journée? Est-ce qu'on peut Ouais. regrouper certains médicaments? Et euh, je suis sûr qu'on peut en enlever sur votre ordonnance. Ça a été mon cheval de bataille pendant plus de 10 ans. C'est moins on en prend, mieux c'est. Ben, vous savez ce que c'est. On prend un médicament qui a des effets secondaires, donc on va remettre, le médecin va prescrire un autre. Mais c'est ça. L'ordonnance, ça fait souvent que se rallonger, c'est rare qu'elle diminue. Mais voilà, faites-moi confiance, on peut toujours en enlever
mais ça prend du temps, de réflexion, des ajustements. Juste pour un chiffre, j'ai eu la chance d'analyser 5000 ordonnances en EHPAD. J'ai trouvé 11 médicaments en moyenne. C'était une moyenne, hein. Il y en avait qui en avaient 20, il y en avait qui en avaient 5, mais j'avais 11 en EHPAD. En Suisse, on était à moins de 5. En Allemagne, on était à pratiquement 6. Et la question que je posais à ces médecins, est-ce que les papis et mamies en Allemagne et en Suisse sont moins bien soignés qu'en France? Je ne pense pas. Bon, voilà, c'est qu'effectivement, nous, tout est remboursé et puis c'est prescrit, c'est prescrit, c'est prescrit, c'est des habitudes de prescription. Je vous donne cet exemple, c'est pour vous dire que je suis sûr qu'on peut faire, avec moins, on peut faire aussi bien. Et après, il y a des formes qui permettent d'étaler les prises. Quand je disais 16 heures ou 14 heures, je vous ai dit la nuit, par exemple, si vous mangez à 20 heures, si vous faites le calcul, on évite le lendemain à 11 heures ou midi. Ça fait que le petit-déj à sauter. On les a, nos 14-16 heures, avec le sommeil. Voilà. Ah, mais souvent, c'est le matin quand même qu'on prend les médicaments. Pas du tout, hein. Il faut faire attention, mais aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de recul. Il n'y a aucun risque à ne pas manger pendant 16 heures. Voilà. Bien sûr, le risque, c'est quand on a un traitement et qu'on chamboule tout. Là, c'est pas bien. Mais est-ce qu'on n'a pas tendance, du coup, alors peut-être que le corps va s'habituer, mais est-ce qu'on n'a pas tendance à plus manger parce qu'on va avoir très faim Alors, après c'est une habitude. Après, effectivement, Ouais. Il faut que l'estomac. Ce que disait Béatrice, on a faim, et puis du coup, après, on Ouais. n'a plus faim. Et puis, le fait Ça de manger m'arrive juste pas, un petit peu, ça nous rassasie, à condition de manger lentement. Mais essayez de retrouver le reportage sur Arte. Et il y a des horaires qui sont plus adaptés. Est-ce que là, on parlait de sauter le petit déjeuner? Est-ce que c'est mieux que de sauter le dîner, Non, par je dis exemple? ça parce que c'est plus facile, parce qu'il y a la nuit, et du coup, il y a déjà bien 7 heures qui sont passées. Mais peu importe, après, il faut s'adapter au rythme. Il y a des gens, naturellement, ils mangent que le matin et le soir, qui ne mangent pas à midi. C'est leur habitude de travail, comme ça. Mais là, pour le coup, il y a pas beaucoup d'heures entre les deux. Enfin, il y a moins que Si vous prenez votre petit-déj avant de partir au boulot à 7 à 7 heures, vous remangez que le soir à à 19 heures, 20 heures. Ouais. c'est pas mal. C'est pas mal. Mais en tout cas, le corps s'est reposé et il a pu se réparer. Mm. Et c'est Mais vrai ça que veut toutes dire les 4 que heures, on nous a inventé le goûter. Ouais, maintenant, oui. on mange pas 3 fois par jour, on mange 4 fois par jour. C'est commercial, enfin, voilà. Et ça veut dire qu'il faut revoir en fait son alimentation. En fait, si effectivement, imaginons qu'on mange que deux fois par jour et qu'on Bien laisse sûr. bon, Bien sûr, si vous prenez un jus d'orange très sucré et ouais. tartine avec de la confiture, vous n'allez pas aller loin. Ça va pas. D'accord. Et oui, oui. Donc c'est du gras, du bon gras, bien sûr, des protéines. Ça, c'est bien. Les cancers, alors, pareil, j'ai rien inventé. Euh, il y a l'impact du génétique, c'est que 10%. C'est étonnant ce chiffre. On se dit, oh là là, mais pas de chance, l'héritage. Mais en fait, ça, c'est que 10%. Le reste, c'est nos comportements, c'est nos habitudes, c'est l'environnement. Voilà, le tabac, l'alcool, l'alimentation ultra transformée, bien sûr, le manque d'activité physique, etc., etc. Le soleil, malheureusement, vous savez ça mieux que moi par contre, les UV peuvent être dangereux. Et donc vraiment, c'est l'impact. Il y a toute une nouvelle médecine qui s'appelle l'épigénétique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Pareil, je vous encourage à aller chercher. Épigénétique, c'est en fait, même quand on a des gènes des parents, euh, j'ai le gène du diabète, et en fait, c'est comme s'il y avait un interrupteur. Et l'environnement va venir l'allumer, appuyer sur on, ou le laisser en off, le gène qui va allumer le diabète. Et ça, c'est vraiment l'épigénétique. C'est ce qu'il y a autour du gène, et ça, c'est l'environnement qui va allumer ou ne pas allumer l'interrupteur. Alors, c'est toujours pareil. Ça, c'est les sociétés de cancéro. C'est pas moi qui fais le tableau, hein. Les facteurs qui augmentent le risque de cancer, ben, on voit toujours pareil. L'alcool, la charcuterie, le sel, etc. Le surpoids, l'obésité. Et les facteurs réduisant le risque de cancer, fruits et légumes, les fibres, l'activité physique et l'allaitement aussi, c'est prouvé pour le cancer du sein. L'allaitement a un effet protecteur.
Euh, Pareil pour certains cancers, vous voyez, c'est toujours pareil, on ne va pas tout lire. On retrouve dans les facteurs de risque, peu importe le cancer, hein, c'est c'est l'obésité, l'alcool, la charcuterie, c'est toujours pareil. Et les protecteurs, on va avoir l'activité physique, fruits, céréales, complète, et l'activité physique. Voilà. Ça, c'est la viande rouge, non transformée, donc une viande bien fraîche de chez le boucher. Certes, ça coûte plus cher. Donc, ils ont comparé 100 grammes à 50 grammes de viande rouge transformée. Donc, ça, c'est la barquette supermarché. Effectivement, c'est moins cher, mais elle est belle, elle est rouge. Il y a des conservateurs. Il y a plein de sulfites, il y a plein de conservateurs, vous le savez. C'est pour ça, sinon, elle ne donnerait pas envie. Donc, ils ont comparé l'augmentation du risque de développer certaines maladies. On voit que sur les maladies coronariennes, même 50 grammes de viande transformée sont pires que 100 grammes de viande non transformée, etc. Et ça, c'est sur différents cancers. Donc, on retrouve l'œsophage, malheureusement, et l'estomac et le pancréas, et même le rein, quand la viande est transformée. Donc, ce que je veux vous dire par là, il vaut mieux acheter quelque chose de qualité, même si c'est moins, parce que le prix, il est plus élevé. Une portion, même plus petite, mais une bonne viande, pour vous faire plaisir, que d'acheter effectivement au prix au kilo moins cher, mais en plus grande quantité. Il rajoute beaucoup de choses, hein. Les reins, j'en parle pas. C'est juste, voilà, vous faites passer le message autour de vous, vous le savez, hein. Boire beaucoup d'eau protège les reins. Mais en fait, c'est faux. Euh, Par contre, l'inverse est vrai. D'être déshydraté, bien sûr, ont un impact sur les reins. D'être déshydraté ont des conséquences néfastes sur le rein. Par contre, boire beaucoup, j'ai vu des patientes, stade 4, qui me dit, je bois 3 litres d'eau. J'ai dit, mais qui vous a dit de boire 3 litres d'eau? Il me dit, mais c'est mon cardiologue. Il m'a dit, il fallait boire beaucoup d'eau. Elle était aussi suivie par le cardiologue. Mais je dis, ben non, en fait, elle se forçait à boire. Il y a très peu de maladies où on doit se forcer à boire beaucoup. Vous en connaissez une forcément. Dites-le moi. C'est quand qu'on vous dit qu'il faut boire beaucoup? Dans une maladie, hein. Bien sûr, quand il fait chaud, etc. Et aussi quand on a des cystites. Des calculs. Ouais, Ah non? Des calculs rénaux et des Je cystites. sais pas. ouais. La Oui, Ah, polykyste. les infections urinaires, oui, il faut Infection boire beaucoup de urinaire. produits. Ouais. Ouais, tout à fait. Oui, oui. Mais pour protéger ses reins en temps normal, de se forcer à boire, non. C'est entre 1 litre et 1 litre 5. Voilà. On est tous différents par rapport à la soif. Il y a des gens, ils ont besoin de boire beaucoup, mais qui boivent. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de boire beaucoup. C'est pas grave. À condition de ne pas être déshydraté. Voilà. Vous faites le jardin, il fait super chaud, vous avez oublié de prendre votre gourde. Ça, non, interdit. Voilà. Bon, les anti-inflammatoires, ça, on le sait. Le problème, ils sont cachés partout. Il y a des plantes aussi, hein. Vous savez, l'arpagophytum, en gélules, ça se vend en pharmacie. C'est des gélules, c'est une plante, et dedans, il y a un anti-inflammatoire. Donc ça, il faut éviter. Les emplâtres, on en fait plein la pub. Les Flector, les Saint-Bernard, etc. Il y a de l'anti-inflammatoire dedans. On dit, bah, c'est bon, c'est un emplâtre. Vous savez que si vous massez votre genou avec un anti-inflammatoire, ça passe. En plus, on vous dit de bien masser, donc ça chauffe, donc vasodilatation, donc le médicament passe encore plus. Voilà. J'ai envie de dire pour les reins, c'est les mêmes conseils dans toutes les maladies. C'est de l'activité physique, faire attention à ce qu'on mange, voilà, et garder le moral. Le côté social, j'ai trouvé ce papier intéressant. C'est triste, mais on sait qu'il y a des inégalités. Ça, c'est une étude française là de 2017. Ils ont regardé les 10% des salaires les plus bas comparés avec les 10% des salaires les plus élevés. Et est-ce que l'un ou l'autre groupe avait plus de maladies ou pas? Mais on retrouve plus de maladies, 2 fois plus de maladies psychiques, psychiatriques, pratiquement 2 fois plus de diabète, maladie du foie, du pancréas, maladie respiratoire. Bon, voilà. Le cancer, regardez pas, il y a un biais. J'ai lu après en détail, on dirait que les 10% qui ont les revenus les plus modestes socialement ont moins de cancer. Mais en fait, non, c'est que euh, ils ont moins de consultations chez le spécialiste et moins de suivi derrière. Vous savez, quand vous allez chez le médecin, si des fois vous lui demandez pas, ah mais s'il vous plaît, on peut faire une analyse pour le foie ou pour voilà pour ça, il va le faire. Mais si vous n'êtes pas conscient
et que vous ne demandez pas, il va pas forcément le faire. Donc ça joue aussi malheureusement, le social. Voilà, j'arrive à. Oui, ça on l'appelle l'assiette d'Harvard, l'assiette parfaite. Ils ont pris plein de régimes méditerranéens, plein de trucs, et apparemment, c'est pas moi, hein, l'assiette parfaite, elle aurait cette tête, c'est-à-dire moitié de légumes, moitié de féculents, un quart de Un féculents quart de et un féculent. quart viande, poisson ou œuf de protéines. Ça c'est top, c'est l'idéal. Mais moi, je pensais que c'était les trois, en fait. Un peu de poisson, un peu d'œuf, un peu de viande. Ah non, mais c'est l'un ou l'autre. Ah, l'un ou l'autre. D'accord. Et c'est Ok. pas des pommes de terre Et et du des riz. pâtes ou des frites, hein. Non, non. Non, non, c'est super. Super. Voilà, ça c'est l'assiette d'Harvard. C'est vraiment, mettez la moitié de légumes et complétez avec le reste, idéalement. Bon, en résumé, mais écoutez, souriez ou pas, hein, c'est vous qui décidez, hein, d'avoir le moral ou pas. Voilà, mangez une bonne assiette bien faite ou pas. Voilà, activez-vous, soyez curieux. Voilà, pour faire travailler le cerveau, ça c'est très très important. Les gens qui ont vécu très longtemps aussi, on leur a dit, mais quel est votre secret? Mais apparemment, ils donnent du sens à tout ce qu'ils font. Ils pensent toujours, et ça je le fais, vous voyez, euh, en apparence, je peux faire euh, un geste ou à faire un cadeau aux petits-enfants ou à mes enfants, et juste aller l'acheter et le poser. Voilà. Mais je donne pas forcément de sens. Mais je peux faire le même geste en apparence, mais avec du sens. Derrière, voilà, c'est rétablir la relation que j'avais avec mes enfants, les rapprocher de moi, j'ai perdu leur proximité, etc., etc. Ça, c'est dans votre tête. C'est ça, donner du sens à tout ce que vous voulez. Donc, moins de sel, moins de sucre et moins d'aliments transformés ou pas. Ça, je vous laisse la main. Mhm. Voilà, je suis allé un peu vite, mais il y a eu des échanges. S'il y a des questions, n'hésitez pas. J'ai fini. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment l'aspect psychique, parce que c'est vrai que aujourd'hui, on parle dans notre société, je sais pas si vous m'entendez, mais on parle dans notre société Si, si. de dépression ou de problèmes de santé mentale, et c'est vrai que euh, je trouve que On n'en parle pas assez. on n'en parle pas assez et que effectivement bah, on prend plaisir à rire, on prend plaisir à prendre plaisir parfois entre personnes et puis dans notre vie quotidienne on a quand tu parles de donner une intention aussi à ce qu'on fait c'est important mais Mm. moi j'ai un petit peu moi j'ai un petit peu peur finalement que parfois les difficultés quotidiennes elles soient tellement importantes que bah, on perd de vue ce côté, il faut que je garde cette bonne humeur, etc. Donc, Mm. c'est un peu difficile, je trouve, parfois de garder cette constance Mm. dans l'humeur qui ferait que finalement, on pourrait vivre plus longtemps. Donc, Oui. c'est difficile, pas de se forcer, mais de se dire, attention, là, si je sombre un peu ou si je tombe un peu dans Mm. une dégradation de mon moral, je risque de me faire du mal rien qu'avec Mm. ça, finalement. Et oui, oui. Mais tu as C'est ça raison, compliqué. Béatrice. Et l'environnement est très important. Si vous avez été entouré de personnes au boulot et puis à la maison, un conjoint ou une conjointe qui tout le temps tire vers le bas, ça va pas, il n'y a rien qui va, on va pas y arriver, c'est compliqué financièrement, c'est compliqué ça. Ah, mais tu vois, t'as attrapé froid, maintenant t'en as pour 2 semaines. C'est dur de garder le moral, même si on est positif de Mm, nature. mm. Ouais, c'est ça. L'environnement, il est aussi important. Ouais, Ouais, oui. ouais, ouais. Donc, merci aux aidants qui m'entendent, c'est super important. Et effectivement, la maladie, c'est une épreuve, c'est pas évident, chacun le vit à sa façon, même si vous avez à peu près la même pathologie, vous n'avez pas le même vécu. On peut se dire, il y a effectivement euh, la valeur de la santé, elle est énorme, et du coup, j'ai pas cette chance. Mais de l'autre côté, ça aurait pu être pire, et j'ai énormément de chance par rapport à d'autres, parce qu'il y a toujours pire. Mm. Ça dépend de votre vision, quelles lunettes vous portez. Il y a plein de choses qui vont aussi. Mais ce que je donne comme exercice quand j'interviens aussi, les gens qui sont de nature euh, pessimiste, etc., de noter, de prendre un petit carnet, vraiment, un petit carnet ou sur le téléphone, une liste, euh, en fin de journée, deux, trois trucs qui étaient positifs. C'est des bricoles, hein, le fait que moi au travail, c'est un parking
C'est un parking privé, du coup, c'est que pour les salariés et il y a assez de place. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive au boulot, hop, je garde ma voiture, j'ai pas besoin de tourner en rond, j'ai pas besoin de payer. Mais ça, c'est un petit truc, c'est positif. Ah, mais il y a ça, au fait, dans mon quotidien qui est positif. Voilà. C'est rien, hein, mais mis bout à bout, ça recable le cerveau différemment. Il y a plein de positifs autour de vous. Vous passez devant tous les jours. Voilà, le printemps va arriver, il y a plein de petits trucs très sympas, très jolis, mais on décide de le voir ou pas, ou de pas le voir. Ouais, c'est vrai que c'est un conseil de ma sophrologue aussi, de noter 3, 4 choses positives Oui, tous les soirs. et oui, parce qu'on les voit pas Ouais, forcément, mais de se forcer. Dire, je dois ouais, les noter, le film de la journée, on tout à les fait. trouve, on les trouve. Et oui, oui. Et je vous ai mis en conclusion, le premier truc, c'est sourire. Le pouvoir du sourire, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Vous Mm. avez vu? Si je fais la tête devant vous, bah, vous allez faire la tête. Et on a des neurones miroirs. Et oui, vous voyez bien, quand vous regardez un film, quelqu'un qui pleure, bah, vous pleurez. Alors que vous n'êtes pas dans le film. C'est les neurones miroirs. C'est contagieux, c'est ce que je voulais dire. Ça va, ça vous a plu? Oui, Ah, c'était très. Ouais, super. Je c'est sais- bien, ça fait du bien. Bah, en tout cas, Bon. moi, je trouve que c'était super. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Moi, je voulais simplement dire que c'était bien parce que c'était une piqûre de rappel, même si Oui, effectivement on a quand même quelques connaissances plus ou moins en fonction de notre situation bien sûr. mondialisée, mais c'est bien aussi parce que ça permet peut-être après de remettre le curseur quelque part. Moi, par exemple, pour les céréales complètes, il faut que je me remette à manger ça parce qu'auparavant je le faisais, et je le Mm. faisais moins un peu ces derniers temps. Donc, je pense qu'il faut que je remette un peu le curseur sur l'alimentation. Après, peut-être chacun a peut-être d'autres curseurs ailleurs. En tout cas, moi, c'est Oui, l'alimentation. Je pense qu'il faut que comme je prends des corticoïdes, donc c'est un peu compliqué, sans compter d'autres pathologies. Donc, il faut que je remette le curseur ailleurs sur l'alimentation, un petit oui, peu de complet que de dire, par exemple, comme vous m'avez dit, la baguette blanche. Oui, effectivement, ça, c'est Mm. un peu, voilà. Je pense que ça va être une première étape un petit peu dans l'alimentation, en tout cas de mon côté. Voilà. Ben, merci infiniment. Ça m'a permis un petit peu de Super, merci. réfléchir.